C'était un mercredi soir ordinaire, quand tout a basculé. Je me souviens que j'étais dans la cuisine, je coupais des carottes pour le dîner, et la radio passait un vieux tube d'Eddie Mitchell. Thomas était dans le salon, j'entendais son rire à travers le mur. Je pensais qu'il regardait quelque chose sur YouTube, peut-être une comédie. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il parlait avec elle. C'est seulement quand je suis allée lui apporter un café que je l'ai vu. Il était assis sur le canapé, le téléphone à l'oreille, souriant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Tendre, intime, pleine de chaleur. Ce sourire qui, autrefois, n'était réservé qu'à moi, quand nous avions encore des rendez-vous le long de la Seine et mangions des glaces au parc Monceau. Quand il m'a vu, son visage a pâli, il a lancé un « Salut, je dois te laisser » rapide et a raccroché si brusquement que le téléphone semblait le brûler. « C'était qui ?» ai-je demandé, même si quelque chose au fond de moi savait déjà. Quelque chose dans cette gêne soudaine, dans la façon dont il évitait mon regard. « Un collègue du bureau », a-t-il répondu en prenant la tasse. Sa main tremblait. « Vincent, tu sais, du service commercial. » Il mentait. Je le connaissais depuis 15 ans, depuis nos études d'ingénieur. Je savais quand il disait la vérité et quand il inventait. Mais je n'ai rien dit de plus. J'ai juste hoché la tête et je suis retournée à la cuisine. Et puis, quand il est allé prendre sa douche, j'ai pris son téléphone. Je n'avais pas prévu de le faire, je n'étais pas le genre de femme à fouiller dans le téléphone de son mari. J'avais toujours pensé que la confiance était le fondement d'une relation. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être l'intuition, peut-être la peur, ou simplement l'instinct de survie. Je connaissais le code. Notre anniversaire de mariage, 1508. Il s'est déverrouillé du premier coup. J'ai ouvert les messages et je l'ai vu tout de suite. Agnès. Je ne connaissais pas ce nom. Je ne la reliais à personne de notre vie commune. Mais il y avait des centaines de messages. Je faisais défiler l'écran vers le bas, de plus en plus loin dans le passé, de plus en plus profondément dans leur monde, celui qu'ils avaient en construit dans mon dos. « Je t'aime », lui avait-il écrit jeudi dernier, le jour exact où il était rentré à la maison en disant qu'il avait une migraine, qu'il voulait juste dormir. Je me souviens lui avoir apporté de l'aspirine, lui avoir caressé les cheveux, avoir fermé la porte pour ne pas le déranger. Et pendant ce temps, il lui écrivait. Il lui disait ces mots qui, autrefois, n'étaient un qu'à moi. Des mots que je n'avais pas entendus depuis des mois, peut-être même des années. Il y avait des photos, eux deux, ensemble, dans un restaurant que je ne reconnaissais pas. Sa main sur son épaule, son baiser sur sa joue. Ils ressemblaient à un couple, à des gens qui s'aiment, qui sont ensemble. Ils nous ressemblaient, il y a des années, avant que la routine, la fatigue et le silence ne transforment notre maison en quelque chose qui ne faisait que prétendre être un mariage. Un message a attiré mon attention plus que les autres. Envoyé la semaine dernière, « J'ai hâte que tu lui dises enfin, je ne veux pas être ton secret, Thomas. Je veux être ton tout. » Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Que tu lui dises. Donc il parlait de moi. Il planifiait un avenir où je n'existais pas. J'étais debout dans ma propre cuisine, préparant le dîner pour un homme qui avait depuis longtemps décidé de partir. J'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter. J'ai rapidement reposé le téléphone exactement là où il était. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir la tasse de café que je venais de me verser. Je me suis assise à table, fixant le mur, sans rien voir. Ma tête bourdonnait, mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'on l'entendait dans tout l'appartement. Thomas est entré dans la cuisine en peignoir, les cheveux mouillés, sentant mon gel douche préféré. « Ça va, Catherine ?» a-t-il demandé en ouvrant le frigo. « Tu as l'air un peu pâle. » Je l'ai regardé, cet homme que j'aimais depuis 22 ans, avec qui j'avais une maison, des crédits communs, une histoire commune. Et soudain, j'ai senti que je ne le connaissais plus, ou peut-être que je ne l'avais jamais connu. « Rien, j'ai juste un peu mal à la tête », ai-je répondu, m'efforçant de sourire. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé et s'est figé en même temps, parce que j'ai compris que je n'allais pas crier, ni pleurer, ni l'accuser. Pas ce soir.
pas avant d'avoir réfléchi, pas avant d'avoir décidé quoi faire. Il me trompait, me mentait, construisait une vie avec une autre femme, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir brisée. Le reste de la soirée, j'ai fait semblant. J'ai mangé le dîner qui n'avait plus aucun goût pour moi. Nous avons parlé de son travail, des rénovations de l'appartement, des plans pour le week-end. Nous nous sommes embrassés pour nous dire bonne nuit, comme toujours. Et puis je suis restée allongée à côté de lui dans le noir, écoutant sa respiration calme, sentant le vide là où il y avait autrefois la sécurité. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai juste regardé le plafond, élaborant un plan. Parce que si Thomas pensait qu'après 15 ans de mariage, il allait simplement partir avec son Agnès sans conséquence, il se trompait lourdement. S'il pensait qu'il allait détruire ma vie et s'en sortir indemne, il ne me connaissait pas du tout. Je n'étais plus la même Catherine qui était tombée amoureuse de lui pendant nos études. Je n'étais pas une femme qui allait supplier pour de l'amour ou attendre qu'il daigne revenir. À partir de cette nuit, j'étais quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec un plan, un objectif et une froide détermination. Il avait son Agnès. Et moi, j'avais quelque chose de bien plus puissant. J'avais la vérité. Et j'avais l'intention de l'utiliser de la meilleure façon possible. Le lendemain matin, il s'est réveillé tôt, comme toujours quand il avait une réunion importante au bureau. J'ai regardé son dos pendant qu'il sortait du lit. Ce même dos que j'avais embrassé des milliers de fois, que j'avais caressé dans les moments de tendresse, que j'avais serré fort quand j'allais mal. Maintenant, ce n'était que le corps d'un étranger. Je me suis levée avec lui. J'ai fait le café, celui qu'il aimait, fort, avec un nuage de lait. J'ai préparé des œufs brouillés avec du bacon, exactement comme tous les jeudis. Je me comportais normalement, peut-être même plus que normalement. Je souriais, je demandais ses plans pour la journée. Je lui rappelais son rendez-vous chez le dentiste vendredi. J'étais l'épouse parfaite, exactement celle dont il voudrait se souvenir quand il parlerait de notre relation à sa nouvelle femme. « Je rentre tard ce soir », a-t-il dit sur le seuil, en enfilant sa veste. « Séminaire à l'extérieur, je te l'avais dit, non ?» Il ne me l'avait pas dit, mais j'ai hoché la tête, comme si je m'en souvenais. « Bien sûr, ne t'inquiète pas, j'aurai une soirée tranquille. » Il m'a embrassée sur la joue, si mécaniquement, comme quelqu'un qui pointe au travail. Et il est parti. Ce n'est qu'alors que je me suis permis de respirer. Je me suis appuyée contre le mur de l'entrée, sentant mes jambes flageoler. Mais je n'avais pas le temps de m'effondrer. Pas maintenant. J'ai pris sa tablette, celle qu'il n'utilisait presque jamais, mais sur laquelle sa messagerie était synchronisée. Bien sûr, il n'avait pas pensé à se déconnecter. Bien sûr, il était certain que je ne vérifierais jamais. J'ai ouvert sa boîte de réception et j'ai commencé à lire. Les messages entre lui et Agnès avaient même commencé il y a 8 mois. 8 mois. J'étais sous le choc. Pas une semaine, pas un mois. Presque un an de mensonges, de double vie, de faux semblants. Il y a 8 mois, nous fêtions sa promotion. Nous étions allés dans ce restaurant italien du Marais, celui que nous aimions tant. Il avait bu du vin, ri, m'avait parlé de l'avenir, de la façon dont les choses seraient meilleures financièrement. Et il l'avait déjà, elle. J'ai tout lu. Leurs plans, leurs rêves, leurs conversations intimes. Il lui écrivait des choses qui n'avaient jamais été dites entre nous, qu'il se sentait vivant avec elle, qu'avec elle, il pouvait être lui-même, qu'avec elle, il était heureux d'une manière qu'il n'avait pas ressentie avec moi depuis des années. Chaque mot était comme un couteau dans mon cœur, mais en même temps, quelque chose en moi durcissait. Je cessais d'être l'épouse blessée. Je devenais autre chose. Il s'est avéré que ce n'était pas un simple séminaire. J'ai tapé le nom de l'hôtel trouvé dans un email. L'hôtel du Château, à Amboise, à 3 heures de Paris. J'ai vérifié sa carte de crédit en ligne. J'avais accès à tous nos comptes joints. Réservation pour 2 personnes. Le prix était le double d'un voyage d'affaires normal. Une suite, pas une chambre ordinaire. Les photos de la galerie montraient un lit à baldaquin, une vue sur le château, un dîner romantique aux chandelles, inclus dans le prix,
Un week-end romantique avec Agnès, pendant que j'étais censée rester à la maison et attendre mon mari parti en séminaire. J'ai souri malgré les larmes qui commençaient à couler sur mes joues. Comme il était stupide. Comment avait-il pu penser que tout cela ne se saurait jamais, qu'il pourrait vivre ainsi indéfiniment? J'ai fait des captures d'écran de tout, les emails, les messages, les réservations d'hôtels. J'ai créé un dossier séparé sur Google Drive, protégé par un mot de passe que Thomas ne connaissait pas. Chaque preuve soigneusement enregistrée, décrite, datée. J'étais méthodique, calme. Comme si je préparais un rapport de travail et non comme si je rassemblais les preuves de l'effondrement de mon mariage. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. Quand il a appelé d'Amboise, j'étais joyeuse. « Comment se passe le séminaire, chérie ?» ai-je demandé, connaissant la réponse. « Super !» a-t-il répondu, et j'entendais son rire en arrière-plan. Le cliquetis des couverts, les bruits d'un restaurant. On finit juste le dîner après la présentation. Le dîner, avec elle. Dans la suite romantique qu'il avait réservée sur notre budget commun. « Amuse-toi bien », ai-je dit chaleureusement. « Ne te presse pas de rentrer, puisque tu es déjà là-bas. » J'ai entendu la surprise dans sa voix. S'attendait-il à de la jalousie, à des soupçons? Mais je lui ai donné la tranquillité d'esprit, parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Chaque minute qu'il passait avec elle, maintenant, était une minute de plus de preuve. C'était du temps qui jouait en ma faveur. Quand il est revenu le vendredi soir, je l'ai accueilli à la porte. J'ai souri largement. Je l'ai aidé à enlever sa veste. « J'ai été chez le coiffeur aujourd'hui », ai-je dit en tournant la tête pour montrer mes nouvelles mèches. « Tu aimes ?» Pendant un instant, il a semblé complètement perdu. Il s'attendait probablement à une scène, des accusations, des larmes. Au lieu de cela, il avait une femme qui avait l'air heureuse et satisfaite. « Très jolie », a-t-il marmonné, mais je voyais à quel point il était mal à l'aise. Et c'était un délice. Voir son incertitude, savoir qu'il n'avait aucune idée que je savais tout, qu'il pensait avoir le contrôle, alors qu'en réalité, c'était moi qui tenais toutes les cartes. Pendant le week-end, j'ai été parfaite. J'ai cuisiné ses plats préférés, un poulet rôti, dominical, une tarte tatin exactement comme celle que faisait sa mère. Nous avons regardé des films ensemble sur Netflix. Le dimanche, nous sommes allés nous promener au parc Monceau, le même où nous allions lors de nos premiers rendez-vous. Nous nous tenions la main. Je me souvenais de chaque email qu'il lui avait écrit. Il pensait que j'étais inconsciente. Et puis, le dimanche soir, alors qu'il me croyait endormie, je l'ai entendu lui écrire des messages dans la salle de bain. J'entendais le vibreur, son murmure étouffé. « Tu me manques. » Oui, elle ne sait rien. Bientôt, je te le promets. J'étais allongée dans le noir, dans notre lit commun, et je ressentais quelque chose d'étrange. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était quelque chose de froid et de dur, la détermination, parce que je savais déjà ce que j'allais faire. J'avais déjà un plan, et ce plan commençait par un petit dîner, prévu dans 2 semaines. Un dîner avec des amis, avec la famille, avec les gens qui nous connaissaient depuis des années. Thomas pensait que ce serait une soirée ordinaire. Il pensait qu'il me contrôlait toujours, qu'il avait encore le temps de décider quand et comment il me le dirait. Mais il n'avait plus de temps. Le temps s'était écoulé au moment où j'avais trouvé son téléphone, ce mercredi soir. Depuis lors, ce n'était qu'un compte à rebours, jusqu'au moment où tout son monde inventé s'effondrerait sur sa tête. Le lundi matin, il s'est levé pour le travail comme d'habitude. Il m'a embrassée pour me dire au revoir, comme si tout allait bien. « Je t'aime, Catherine », a-t-il dit sur le seuil. Ces mots, qui autrefois me remplissaient de bonheur, n'étaient même plus qu'un son creux. « Moi aussi », ai-je répondu avec un doux sourire, et j'ai fermé la porte derrière lui. Puis je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai commencé à écrire la liste des invités pour le dîner. Sa mère, son frère et sa femme, notre meilleure amie, Margot, et son mari, ma sœur. Tous ces gens qui connaissaient notre histoire, qui étaient à notre mariage, qui croyaient en nous. Ce serait un dîner inoubliable, inoubliable pour des raisons bien différentes de celles que Thomas imaginait.
Les jours précédant le dîner s'écoulaient comme dans un brouillard, mais j'étais plus consciente que jamais. Chaque matin, je me levais plus tôt que d'habitude. Je faisais le café, je préparais le petit déjeuner, j'embrassais Thomas pour lui dire au revoir. L'épouse parfaite. Le soir, je cuisinais, je nettoyais, je demandais comment s'était passée sa journée. Je riais à ses blagues. J'étais assise à côté de lui sur le canapé, regardant des séries que je ne voyais pas, car mes pensées étaient ailleurs. Mais quand il partait au travail ou s'enfermait dans son bureau, j'étais quelqu'un de complètement différent. Je devenais détective, procureur et juge de ma propre affaire, car c'était la guerre, même. S'il ne savait même pas que le champ de bataille avait déjà été choisi. J'ai trouvé son profil sur Facebook. Agnès Kowalczyk, 32 ans, travaille au service marketing de la même entreprise que Thomas, mais à la succursale de Cracovie. Jolie, 8 ans de moins que moi, de longs cheveux blonds, des photos parfaites à la salle de sport et lors de voyages à l'étranger. Le genre de femme qui semble ne pas avoir de problème, pas de rides au coin des yeux, pas le poids des années et de la routine sur les épaules. Mon opposé. Je faisais défiler ses photos, le cherchant, et je les trouvais. Quelques photos de soirées d'entreprise où ils se tenaient l'un à côté de l'autre, elle toujours trop proche, lui toujours avec la main sur son dos. Une photo d'il y a 3 mois, d'un séminaire dans les montagnes. Ils sont assis près d'un feu de camp, souriant, alors que ce week-end-là, j'étais assise seule à la maison, m'inquiétant de savoir pourquoi il ne répondait pas au téléphone. J'ai enregistré toutes les photos. Je les ai ajoutées à mon dossier de preuves. Le fichier contenait maintenant plus de 200 éléments. Capture d'écran, photos, relevés de carte de crédit. Chaque addition de restaurant, chaque trajet en Uber qui n'avait aucun sens dans le contexte de son emploi du temps officiel. J'étais comme une archiviste de ma propre douleur, cataloguant chaque fragment de trahison. Un soir, alors qu'il était parti à la salle de sport, du moins c'est ce qu'il m'a dit, j'ai vérifié la localisation de son téléphone via l'application que nous avions installée autrefois pour la sécurité. Il n'était dans aucune salle de sport. Il était à une adresse dans le 15e arrondissement, dans un immeuble moderne. Son adresse à elle. Je l'avais trouvé dans un de ses emails lorsqu'elle avait commandé quelque chose en ligne et donné son adresse de livraison. J'étais assise dans notre salon, regardant le point bleu clignotant sur la carte. Mon mari. Dans son appartement à elle. Pendant que j'attendais à la maison, encore une fois seule, encore une fois inutile. Mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à préparer une présentation. Oui, une présentation. PowerPoint, des diapositives, tout très professionnel. Car si Thomas aimait faire les choses de manière corporate business, alors j'allais lui en donner. Titre de la première diapositive, Notre vérité. Les suivantes contenaient la chronologie, date, lieu, photo. Tout était organisé comme un rapport annuel d'entreprise, sauf qu'à la place des graphiques, il y avait des captures d'écran de leurs messages. À la place des tableaux, il y avait des photos des hôtels, magnifiquement formatées, lisibles, indéniables. Chaque diapositive était comme un coup. Février 2024, premier message. Avril 2024, premier voyage ensemble. Juin 2024, premier jeu, thème. Je regardais mon travail et je ressentais une étrange satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la justice. C'était mettre sur la table toutes les cartes qu'il avait si soigneusement cachées. Il est rentré à la maison à 10 heures, transpirant, en tenue de sport. C'était un bon entraînement, a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Il sentait son parfum à elle, sucré, floral, complètement différent du mien. « Génial, chérie !» ai-je répondu. « Va prendre une douche, je te prépare quelque chose à manger. » Le vendredi matin, j'ai appelé tous les invités. « N'oubliez pas, samedi à 19 h, rappelai-je avec un sourire dans la voix. « Ce sera une soirée exceptionnelle. » Et c'était vrai. Peut-être pas de la manière dont il s'y attendait, mais exceptionnelle, c'est sûr. Sa mère, Madame Christine, m'a demandé si elle pouvait apporter quelque chose. « Juste vous, Christine, » ai-je répondu chaleureusement. Je l'avais toujours aimée. Nous nous entendions bien, et elle me traitait comme sa fille.
Ce sera dur pour elle, pensais-je, mais la vérité est plus importante que le confort. Thomas planifiait tout comme d'habitude, n'ayant aucune idée de ce qui se préparait. Le samedi matin, il est allé faire les courses. « Qu'est-ce que j'achète ?» demandait-il, tenant la liste. « Tout ce qui est sur la liste. » ai-je répondu calmement. Jambon, fromage, pain, vin. Les choses habituelles pour un dîner entre amis. Rien de spécial. Car ce qui serait spécial, ce ne serait pas le dîner, mais ce qui suivrait. J'ai passé tout l'après-midi dans la cuisine. J'ai préparé un bœuf bourguignon, des salades, une tarte tatin. La maison s'est remplie d'odeurs qui évoquaient des moments heureux. Mais pour moi, c'étaient les odeurs d'un adieu. Adieu à l'ancienne vie, à l'ancienne Catherine, à tout ce qui avait été. Vers 17 heures, j'ai commencé à m'habiller. J'ai choisi une robe noire, celle, élégante, que j'avais achetée pour les dernières fêtes. Je me suis maquillée, avec soin. J'ai relevé mes cheveux. Thomas est entré dans la chambre alors que je terminais. « Waouh, tu es magnifique !» a-t-il dit, et j'ai vu de la confusion dans ses yeux. Il ne m'avait pas vue habillée comme ça depuis des mois. Peut-être sentait-il que quelque chose n'allait pas. Peut-être commençait-il enfin à s'inquiéter. « Merci », ai-je souri. « Je veux que ce soit une soirée spéciale. » Il m'a aidé à mettre la table. J'ai sorti la plus belle vaisselle, celle de sa grand-mère, celle que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Des bougies, des serviettes en lin blanc, des verres en cristal. Tout devait être parfait. À 19 heures, les invités ont commencé à arriver. Sa mère et son beau-père, son frère Pierre et sa femme Anne, Margot et Paul, nos plus vieux amis, ma sœur Alice, tous les gens que nous aimions, qui avaient été témoins de notre histoire, qui avaient le droit de savoir comment cette histoire se terminait. Thomas a été charmant pendant toute la première partie de la soirée. Il racontait des blagues, servait le vin, était l'hôte idéal. Je voyais sa mère le regarder avec fierté. Je voyais Margot nous sourire, pensant probablement que nous étions toujours ce couple heureux qu'elle connaissait depuis des années. Personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Après le dîner, quand tout le monde est passé au salon avec le café et le dessert, j'ai pris mon ordinateur portable. « J'ai quelque chose à vous montrer », ai-je dit calmement, mais assez fort pour que tout le monde entende. Thomas m'a regardé, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-il demandé, riant nerveusement. « Une surprise ?» a-t-il essayé de deviner. « On peut appeler ça comme ça », ai-je répondu en branchant l'ordinateur au téléviseur. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains étaient de stable. C'était le moment que j'attendais pendant tous ces jours de comédie, le moment de vérité. « Catherine, qu'est-ce que tu… » commença Thomas, mais j'ai lancé la présentation avant qu'il ne puisse finir. La première diapositive a rempli l'immense écran de télévision. Notre vérité. Lettre blanche sur fond noir. Le silence dans la pièce devint presque palpable. « Je voulais que vous soyez tous là ce soir, » ai-je commencé en regardant l'assemblée. « Parce que ce que j'ai à vous dire nous concerne tous. Cela concerne la vérité, la confiance et le respect. » Thomas a pâli. J'ai littéralement vu la couleur quitter son visage. « Catherine, je t'en supplie, » a-t-il murmuré en se levant. Mais j'ai continué, cliquant sur la diapositive suivante. Une capture d'écran de son message à Agnès est apparue. « J'ai hâte que nous puissions être ensemble pour toujours. » Date, il y a 3 semaines. Sa mère a poussé un petit cri. Margot a couvert sa bouche avec sa main. Tout le monde regardait alternativement l'écran. Thomas et moi. Personne ne savait quoi dire. « Depuis 8 mois, mon mari mène une double vie, » disais-je calmement, comme si je présentais un rapport financier. « Depuis 8 mois, il ment, il trahit, et il construit un avenir avec une autre femme, tout en me laissant croire que nous sommes un mariage heureux. » Les diapositives suivantes montraient tout. Les réservations d'hôtels, les photos de son profil Facebook, les messages où ils planifiaient leur avenir commun. Chaque preuve était irréfutable, chaque document authentique. Ce n'étaient pas des accusations, c'étaient des faits. Thomas a essayé d'éteindre la télévision, mais son frère Pierre s'est interposé. « Non, Thomas, assieds-toi et laisse-la finir », a-t-il dit calmement, mais fermement.
C'était étrange de voir son propre frère prendre mon parti. Mais Pierre avait toujours été honnête, et il savait quand quelqu'un avait franchi la ligne. Ce n'est pas... Thomas cherchait ses mots, mais aucun ne venait. Car que pouvait-il dire? Que ce n'était pas vrai? Tout était là, à l'écran, documenté, daté, indiscutable. Ça a l'air pire que ça ne l'est vraiment, a-t-il finalement marmonné, mais même sa voix manquait de conviction. Sa mère pleurait. Elle était assise sur le canapé, un mouchoir pressé contre son visage, les larmes coulant sur ses joues. « Comment as-tu pu » a-t-elle murmuré en regardant son fils. « Comment as-tu pu faire ça à Catherine? Comment as-tu pu nous mentir à tous ?» Sa douleur était la chose la plus difficile à supporter pour moi. J'aimais Madame Christine. Elle ne méritait pas de voir son fils s'effondrer ainsi. J'ai montré la dernière diapositive. C'était une photo de leur rencontre de la veille. Oui, je l'avais suivie même la veille. Thomas et Agnès devant son immeuble, s'embrassant sous un lampadaire. L'horodatage indiquait hier soir, exactement au moment où il était censé être à un pot d'entreprise. Exactement au moment où il m'appelait pour me dire qu'il rentrait dans 1 heure. Hier soir, ai-je dit en le regardant, 24 heures avant de t'asseoir à côté de moi sur ce canapé et de jouer au mari aimant devant notre famille. Ma voix était calme, mais chaque mot tombait comme un marteau. Margot s'est levée et s'est approchée de moi. Elle m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti que je pouvais enfin pleurer. Mais pas maintenant, pas encore. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse », m'a-t-elle murmuré à l'oreille. « Et tu mérites bien mieux que ça. » Anne, la femme de Pierre, a regardé Thomas avec un mélange de dégoût et de déception. « Je t'ai toujours pris pour un type bien, Thomas, mais ça... » Elle s'interrompit en secouant la tête. « C'est dégoûtant, traiter quelqu'un comme ça, quelqu'un qui t'a fait confiance, qui t'a consacré tant d'années... » Ma sœur Alice ne disait rien. Elle était assise à côté de moi, me tenant la main si fort que ça faisait presque mal. Mais cette douleur était agréable, réelle. Elle me rappelait que cela se produisait vraiment, que ce n'était ni un rêve ni un cauchemar, mais la réalité que j'avais moi-même orchestrée. Thomas s'est finalement assis, ou plutôt effondré sur une chaise. Il a caché son visage dans ses mains. « Je suis désolée », a-t-il dit, « mais c'était si vide, si automatique. Catherine, je suis désolée. Je ne voulais pas... C'est juste arrivé. » J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire amer, sec, dépourvu de joie. C'est arrivé? Pendant 8 mois, c'est arrivé? Les réservations d'hôtels se sont faites toutes seules? Les messages se sont écrits automatiquement? Je me suis approchée, m'agenouillant devant lui pour le regarder droit dans les yeux. Rien n'est arrivé, Thomas. C'est toi qui l'as fait. Consciemment, chaque jour, pendant 8 mois. Tu l'as choisie, elle. Et tu m'as menti en me regardant dans les yeux, chaque matin et chaque soir. Son beau-père, Monsieur André, qui était habituellement un homme calme et tranquille, s'est levé et s'est approché de nous. « Thomas, tu dois partir maintenant, » a-t-il dit doucement, mais fermement. « Ce n'est pas ta place ici. Pas après ce que tu as fait. »« Mais c'est ma maison, » a tenté de protester Thomas. « Notre maison, » l'ai-je corrigé. « Et je veux que tu partes, maintenant. » Ma voix était glaciale. Pierre a aidé son frère à se lever et l'a conduit vers l'entrée. J'entendais leur conversation étouffée, mais cela n'avait aucune importance pour moi. Le plus important était fait. La vérité était révélée, et tout le monde l'avait vue. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si on m'avait enlevé un poids énorme des épaules. La pièce était silencieuse, seule la mère de Thomas pleurait doucement dans son coin. Je me suis approchée d'elle, je me suis agenouillée près du canapé. « Madame Christine, je suis désolée, » ai-je dit doucement. « Je sais que c'est terrible pour vous. » Elle a attrapé ma main et m'a attirée vers elle. « Non, Catherine, tu n'as pas à t'excuser. C'est mon fils. C'est lui. » Elle ne pouvait pas finir, étranglée par les larmes. « Tu as toujours été comme une fille pour moi, et tu l'es toujours. Ce qu'il a fait, il n'y a aucune excuse pour ça. »
Margot a tout organisé en mon nom. Elle a débarrassé la table, emballé les restes, fait la vaisselle. Alice s'est assise avec moi sur le canapé, me caressant les cheveux comme quand nous étions petites et que je pleurais après avoir perdu un match. Pierre et Anne sont restés tard, parlant avec moi des aspects pratiques, avocat, papier du divorce, ce qui allait se passer ensuite. Il était plus de minuit quand tout le monde est enfin parti. Je suis restée seule dans l'appartement vide. Notre appartement, qui avait soudainement cessé d'être le nôtre, qui n'était plus que le mien. Je me suis assise par terre dans le salon, là où Thomas se tenait encore quelques heures plus tôt, essayant de se défendre. Et enfin, je me suis permis de pleurer. Je ne pleurais pas sur lui, ni sur la perte d'un homme qui ne m'aimait pas. Je pleurais sur la perte de ce que j'avais imaginé, sur le rêve d'un avenir heureux qui s'était révélé être un mensonge, sur les années que j'avais consacrées à construire quelque chose qui s'était effondré au premier coup de vent. Mais au milieu des larmes, il y avait aussi du soulagement, parce que pendant 8 mois, j'avais porté une pierre en moi, le secret, l'incertitude, la peur de la découverte. Maintenant, tout cela était terminé. La vérité était révélée et je pouvais enfin respirer. Son téléphone a commencé à sonner 1 heure plus tard, puis encore une fois, et encore. Finalement, il a envoyé un SMS. « Catherine, je t'en supplie, parlons. Je peux arranger ça. » Je regardais ces mots et je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse. Juste un vide là où il y avait autrefois un sentiment. « Tu ne peux rien arranger, » ai-je répondu. « Tu ne peux que prendre tes affaires et partir. Je t'enverrai une date pour que tu puisses venir les chercher. Je ne veux pas te voir. » J'ai bloqué son numéro. C'était si simple. Un mouvement de doigt et il avait disparu de mon téléphone. Maintenant, il devait disparaître de ma vie. Cette nuit-là, j'ai dormi dans notre lit pour la dernière fois. Le lendemain, j'avais l'intention de changer les draps, de jeter son oreiller, de réorganiser la chambre pour qu'il n'y ait plus aucune trace de lui. Mais cette nuit-là, je me suis permis de rester allongée, là où nous avions dormi ensemble pendant 15 ans. Et j'ai dit adieu à la femme que j'avais été, à la Catherine qui croyait aux contes de fées, qui pensait que l'amour suffisait, qui ne savait pas encore à quel point elle pouvait être forte. Le matin, je me suis réveillée différente, toujours triste, toujours blessée, mais différente, plus forte, plus sûre d'elle, prête pour la suite, car si j'avais survécu à ça, je pouvais survivre à tout. Les semaines suivantes se sont déroulées comme dans une réalité surréaliste. Les journées étaient remplies de rendez-vous avec l'avocat, de paperasse, d'emails de la banque. Thomas vivait chez son frère. Il m'écrivait par l'intermédiaire de Pierre, car j'avais bloqué tous ses contacts. Il essayait de demander à me parler, une seconde chance, une explication. Mais je n'avais aucune envie de parler. Il n'y avait rien à expliquer. Tout avait déjà été expliqué ce soir-là, sur l'écran de la télévision, devant toute notre famille. L'histoire s'est répandue dans Paris plus vite que je ne le pensais. Margot en avait parlé à sa sœur, qui travaillait dans une entreprise similaire à celle de Thomas. La mère de Thomas avait certainement parlé à ses amis. Les gens parlaient. C'était normal. Mais à ma grande surprise, la plupart des gens prenaient mon parti. Une collègue de travail, Béatrice, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a écrit sur Facebook « J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu es mon héroïne. Tant de femmes se taisent, supportent, font semblant. Et toi, tu lui as montré, à lui et à tout le monde, que tu ne resterais pas silencieuse. » C'était étrange de lire de tels messages. Je ne me sentais pas comme une héroïne. Je me sentais juste comme une femme qui avait fait ce qu'elle devait faire pour survivre. Thomas a perdu son travail. Je l'ai appris par Pierre, qui m'a appelé un jeudi. « Je ne veux pas que tu penses que j'ai pitié de lui, » a-t-il dit. « Mais je pensais que tu devais savoir. Le patron de Thomas a entendu parler de cette soirée. Et puis il est apparu que la liaison de Thomas avec Agnès enfreignait le règlement de l'entreprise. Elle était sa subordonnée directe. Il y avait des règles contre ce genre de relation. Hier, ils l'ont licencié. J'ai senti un étrange nœud dans mon estomac. Pas de la satisfaction, comme j'aurais pu m'y attendre. Plutôt du vide. « Je comprends », ai-je seulement dit.
Je ne savais pas quoi dire d'autre. Une partie de moi, la mauvaise, la partie blessée, sentait que c'était justice. Mais une autre partie, celle qu'il avait aimée pendant 15 ans, ressentait une sorte de tristesse. Pas pour lui, pour celui qu'il avait été, ou pour celui que je pensais qu'il était. Agnès a aussi quitté l'entreprise, a ajouté Pierre. Apparemment, c'était volontaire, mais tu sais ce que c'est. Les gens parlent. L'ambiance devait être insupportable. Donc, leur romance s'est terminée aussi, ai-je pensé. Toutes ces promesses d'un avenir commun, d'être ensemble, tout s'est effondré au moment où la vérité a éclaté. Parce que la vérité a ceci de particulier, qu'elle est brutalement honnête. Peu importe les plans que vous avez construits dans des messages secrets, la procédure de divorce a été rapide. Mon avocate, Maître Martin, était un pitbull en jupon. Vous avez un cœur d'or, mais une colonne vertébrale d'acier, me disait-elle à chaque rendez-vous. Et c'est une bonne chose, car maintenant, vous avez besoin de cette colonne vertébrale. Thomas ne s'est pas opposé au divorce. Il savait qu'il n'avait aucune chance. Toutes les preuves étaient là contre lui. Le jugement de divorce à ses torts exclusifs était pratiquement certain. L'appartement m'est resté. Il était à moi avant le mariage. Je l'avais reçu de mes parents. Il n'avait aucun droit dessus, même si nous y avions vécu ensemble pendant toutes ces années. L'avocat de Thomas a tenté de négocier quelque chose, mais Maître Martin a été impitoyable. Votre client a trompé ma cliente pendant 8 mois et lui a menti chaque jour. Il n'y aura aucune négociation. Mi-mars, Thomas est venu chercher ses affaires. Je l'avais prévenu par SMS via Pierre. « Viens mercredi à 15h, je serai au travail. » Je ne voulais pas le voir. Je n'avais pas la force de voir son visage, d'entendre ses éventuelles excuses ou justifications. J'ai demandé à Alice d'être dans l'appartement pendant qu'il faisait ses cartons. Le soir, quand je suis rentrée, la moitié de l'armoire était vide. Son étagère de livres dans le salon avait disparu. Les photos qui étaient accrochées au mur, nos photos communes de mariage, de voyage, de fêtes, avaient été décrochées et gisaient dans un carton près de la porte. Il les avait laissées pour moi. Je ne savais pas quoi en faire. Finalement, je les ai rangées au grenier. Peut-être qu'un jour je serai prête à les jeter, mais pas maintenant. Il pleurait, m'a dit Alice alors que nous discutions autour d'un thé. Il a pleuré tout le temps qu'il faisait ses cartons. Il a essayé de me parler, m'a posé des questions sur toi, si tu étais heureuse, si tu ne manquais de rien. Elle a haussé les épaules. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas là pour ça. C'était étrange pour moi d'entendre qu'il avait pleuré. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction. Enfin, il souffrait comme j'avais souffert. Mais la plus grande partie ne ressentait que de la fatigue. J'étais fatiguée de toute cette situation, fatiguée de la douleur, fatiguée même de penser à lui. Je voulais juste que tout cela se termine, qu'il disparaisse complètement de ma vie, avec tous les souvenirs. Je me suis inscrite à une thérapie. Une amie m'a recommandé une psychologue, Madame Anna, spécialisée dans les traumatismes liés à l'infidélité. La première séance a été étrange. Être assise dans un cabinet inconnu, tout raconter depuis le début à une parfaite inconnue. Mais Madame Anna était douée. Elle écoutait sans juger, posait des questions qui me faisaient voir les choses différemment. « Vous n'avez pas besoin de prétendre être forte », m'a-t-elle dit lors de la deuxième séance. « Vous avez le droit d'être brisée. Vous pouvez pleurer, crier, ressentir tout ce que vous ressentez. Cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie simplement que vous êtes humaine. » Et quelque chose dans ces mots s'est brisé en moi. J'ai pleuré pendant toute l'heure de cette séance. Toutes les larmes que j'avais retenues depuis ce dîner ont enfin coulé. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Je me suis inscrite à un cours de yoga dans un studio près du canal Saint-Martin. Je faisais de longues promenades le long de la Seine, aux mêmes endroits où nous allions avec Thomas au début de notre relation. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, c'était à moi. Rien qu'à moi. Ces lieux n'appartenaient pas au souvenir de lui, mais à ma nouvelle réalité. Margot m'a entraînée à un concert au Bataclan. Je n'avais pas été à un concert depuis des années.
Thomas disait toujours qu'il était trop fatigué, qu'il préférait rester à la maison. Maintenant, j'étais debout dans la foule, écoutant un groupe de rock français, sentant les vibrations de la musique dans tout mon corps, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de la joie. Une joie pure et simple d'être en vie, d'être là, de pouvoir faire ce que je voulais. « Tu as meilleure mine », m'a dit Margot alors que nous rentrions en bus de nuit. « Je sais que c'est encore dur, mais je vois en toi quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Comme si tu respirais enfin. » Elle avait raison. Je respirais. J'avais cessé de marcher sur la pointe des pieds dans ma propre vie. J'avais cessé de m'adapter à la présence ou à l'absence de quelqu'un. Je me levais quand je voulais. Je mangeais ce dont j'avais envie. Je regardais les films qui m'intéressaient, pas ceux que nous devrions regarder ensemble. Des choses simples, mais des choses qui me rappelaient que j'avais le choix, que ma vie était la mienne. En avril, le jugement définitif du divorce est arrivé. Divorcée aux torts exclusifs du mari. Mon avocate avait gagné tout ce pourquoi elle s'était battue. En tenant ce document dans ma main, je pensais que je ressentirais du soulagement, une clôture, une fin. Mais au lieu de cela, je n'ai ressenti que de la tristesse. Pas pour Thomas, pour ce que nous avions été, pour les jeunes gens qui s'étaient tenus devant l'autel et s'étaient promis l'éternité. L'éternité avait duré 15 ans, et maintenant, elle se terminait par une seule phrase sur un document en papier. Mais c'était aussi un début. Le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne connaissais pas encore, mais qui m'attendait quelque part devant moi. Et pour la première fois depuis des mois, quand je pensais à l'avenir, je ne ressentais pas de peur. Je ressentais de la curiosité. L'été est arrivé de manière inattendue. Soudain, c'était juin, il faisait chaud, et Paris s'est rempli de gens assis aux terrasses le long de la Seine. Moi aussi, je m'y asseyais parfois, avec un livre ou un ordinateur portable, observant la vie qui s'écoulait. Des enfants courant avec des glaces, des couples se tenant la main, des couples plus âgés, nourrissant les cygnes. Autrefois, je regardais de telles scènes avec une sorte d'envie ou de nostalgie. Maintenant, je regardais avec quelque chose d'autre, l'acceptation. Certains ont cette chance, d'autres doivent en construire quelque chose de différent. J'ai commencé à peindre. Ça ressemble à un cliché, je sais. La femme divorcée redécouvre sa créativité. Mais ce n'était pas aussi prévisible que ça en a l'air. Je ne peignais pas pour traiter le traumatisme ou exprimer la douleur. Je peignais parce que j'aimais ça, tout simplement. Parce que les couleurs sur la toile étaient belles. Parce que je pouvais créer quelque chose à partir de rien. Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, que personne ne pouvait m'enlever. Le premier tableau était chaotique. Des rouges, du noir, des violets sombres. Mais avec chaque tableau suivant, des couleurs plus claires ont commencé à apparaître. Des bleus, des jaunes, les oranges d'un lever de soleil. Madame Anna, ma thérapeute, m'a dit lors d'une séance « Vous voyez ces changements? Ce n'est pas un hasard, c'est votre chemin, de l'obscurité à la lumière. » En juillet, j'ai eu une promotion au travail. La direction avait apprécié mon engagement, peut-être parce que j'avais soudainement tellement d'énergie que je gaspillais auparavant à m'inquiéter pour Thomas, à lui plaire, à essayer de réparer ce qui était irréparable. Maintenant, cette énergie allait dans mon travail, dans mes projets. Et soudain, j'ai commencé à avoir des succès que je n'avais même pas remarqués auparavant. Margot m'a convaincue de partir en vacances. « Tu dois partir quelque part, Catherine. T'éloigner de tout ça. » Au début, j'ai résisté. L'idée de partir seule, sans partenaire, me semblait étrange. Mais ensuite, j'ai pensé « Pourquoi ? Pourquoi devrais-je rester à la maison en été, juste parce que je n'ai personne avec qui partir ? Je suis partie en Croatie, seule. J'ai loué un petit appartement à Split, avec vue sur la mer. Le premier jour a été difficile. J'étais assise sur le balcon, regardant le coucher de soleil et pensant qu'autrefois, j'imaginais de telles vacances avec Thomas,
que nous avions prévu d'aller en Croatie un jour, quand nous aurions le temps. Mais ce temps n'est jamais venu, parce qu'il y avait toujours une raison de rester, de reporter, de ne pas y aller. Le deuxième jour, j'ai rencontré Marta et Carolina, 2 Polonaises de mon âge, qui voyageaient aussi seules. Nous nous sommes rencontrés sur la plage, avons commencé à discuter, puis avons passé toute la semaine ensemble. Nous avons visité des îles, fait du bateau, mangé des fruits de mer frais dans de petites tavernes. Je leur ai raconté mon histoire, pas en entier, juste ce que je voulais. Et elles avaient aussi leurs histoires. Divorce, trahison, déception. Nous étions toutes après quelque chose. Et nous cherchions toutes quelque chose de nouveau. « Tu sais ce qu'il y a de mieux ?» m'a dit Marta le dernier soir, alors que nous étions assises sur la jetée, regardant les étoiles. « C'est que maintenant, tu es libre. Tu peux tout faire. Aller n'importe où, tomber amoureuse de quelqu'un de complètement différent. Ou ne pas tomber amoureuse du tout et être heureuse seule. Toutes les options sont ouvertes. » Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, je sentais que ma vie était un livre ouvert et non une histoire déjà écrite. Je pouvais changer de travail, déménager dans une autre ville, rester là où j'étais. Je pouvais rencontrer quelqu'un ou non. Je pouvais investir en moi-même, dans mes rêves, dans les choses auxquelles j'avais oublié avoir jamais pensé. Je suis rentrée à Paris, bronzée, détendue et plus légère. Cela ne veut pas dire que tout était parfait. J'avais encore des jours difficiles. Je me réveillais encore parfois la nuit, pensant à ce qui s'était passé, me posant les questions « pourquoi ?» et « si ?» Mais ces moments étaient de plus en plus rares et de plus en plus courts. En septembre, j'ai rencontré Thomas par hasard, dans une librairie du boulevard Saint-Germain. J'étais dans le rayon des guides de voyage, feuilletant un guide sur l'Asie. Je pensais à un voyage au printemps en Thaïlande, quand j'ai entendu sa voix. Je me suis retournée et il était là. Il avait l'air différent, plus mince, plus vieux, plus fatigué. Il se tenait à quelques mètres de moi, tenant un livre, ne m'ayant pas encore vu. J'aurais pu partir, j'aurais dû partir, mais quelque chose m'a fait rester. Quand il m'a enfin vue, il a pâli. « Catherine », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. « Thomas ». Nous sommes restés là un moment, 2 étrangers qui s'étaient autrefois promis l'éternité. « Comment vas-tu » a-t-il finalement demandé en s'approchant. Je voyais tellement de choses dans ses yeux, la honte, le regret, peut-être même l'espoir. « Bien », ai-je répondu honnêtement. « Vraiment bien. » Et c'était la vérité. Je ne faisais pas semblant, je n'essayais pas de le blesser ni de le rassurer. Je disais juste la vérité. « Je suis content », a-t-il dit, bien qu'il n'ait pas l'air heureux. « J'ai entendu dire que tu avais eu une promotion. Félicitations. » Apparemment, il avait encore des contacts qui lui parlaient de moi, mais cela m'était égal. « Merci », ai-je répondu. « Et toi? Quoi de neuf ?» Il a haussé les épaules. « J'ai trouvé un nouveau travail. Une plus petite entreprise, moins d'argent, mais c'est quelque chose. » J'ai hoché la tête. Je n'ai pas demandé de nouvelles d'Agnès. Je ne voulais pas savoir. Ce n'était plus ma vie, plus mon affaire. « C'est bien, » ai-je dit. Nous sommes restés là encore un moment, dans un silence gêné. Puis il a pris une profonde inspiration. « Catherine, je sais que je ne peux rien réparer. Je sais que ce que j'ai fait, il n'y a aucune excuse pour ça. Mais je veux que tu saches que je suis désolée. Vraiment, et que tu mérites tout le bonheur du monde. » Je l'ai regardé, cet homme qui m'avait brisé le cœur, détruit notre mariage, m'avait forcé à me reconstruire à partir de zéro, et je n'ai ressenti rien. Ni colère, ni amour, ni haine. Juste de la paix. « Je sais que je le mérite, » ai-je dit doucement, « et je te souhaite le meilleur, Thomas. Vraiment. » Je suis sortie de la librairie sans me retourner, et ce n'est que dans la rue, sentant le chaud soleil de septembre sur mon visage, que j'ai compris ce qui venait de se passer. J'avais fermé ce chapitre. Pas par la confrontation, ni par les cris ou les accusations, par une simple conversation humaine entre 2 personnes qui avaient autrefois signifié quelque chose l'une pour l'autre,
Et maintenant, plus rien. Un mois plus tard, la mère de Thomas m'a invité à prendre un café. Nous ne nous étions pas vus depuis le divorce. Nous nous sommes rencontrés dans un café du Marais, le même où Thomas m'avait demandé en mariage plus de 15 ans auparavant. Mais maintenant, ce n'était pas douloureux. C'était juste un lieu. « Merci d'être venu », a-t-elle dit en me serrant la main. « Je sais que ça peut être étrange. » « Ça ne l'est pas, l'ai-je assuré. Et c'était la vérité. Je l'avais toujours aimée. Elle n'était pas responsable de ce que son fils avait fait. Nous avons parlé longtemps, de la vie, de l'avenir, de ce qui avait été. Thomas a fait une terrible erreur, a-t-elle dit à un moment donné, et il a perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mais toi, Catherine, tu es libre, et je vois que tu profites de cette liberté. J'ai souri. J'essaie. Tu fais plus qu'essayer, a-t-elle répondu. Je vois une femme qui ne s'est pas brisée, qui s'est choisie elle-même, et tu ne sais pas à quel point je suis fière de toi. Ces mots m'ont émue plus que je ne m'y attendais. Peut-être parce que de ma propre mère, j'entendais rarement de telles choses, ou peut-être parce que dans cette approbation, il y avait quelque chose de vrai, quelque chose de mérité. Maintenant, alors que je suis assise dans mon appartement, le même qui était autrefois le nôtre et qui n'est plus que le mien, et que j'écris ces mots, je réfléchis à tout cela, à ce qui s'est passé, à qui j'étais, à qui je suis maintenant. Je ne regrette pas ce dîner. Je ne regrette pas d'avoir révélé la vérité de cette manière. Certaines personnes diraient que c'était cruel, que j'aurais dû lui parler en privé, lui donner une chance de s'expliquer. Mais je lui ai donné une chance chaque jour pendant 8 mois, quand il aurait pu dire la vérité et ne l'a pas fait. Cette soirée n'était pas de la cruauté, c'était la justice. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais jamais trouvé son téléphone, si cela n'avait jamais été découvert. Nous vivrions probablement encore ensemble, prétendant être un couple heureux, pendant qu'il construirait sa double vie. Et peut-être qu'un jour, il serait simplement parti, me laissant avec des questions et sans réponse. Mais ce n'est pas arrivé. Le destin ou le hasard, ou mon intuition ont fait que j'ai découvert la vérité, et j'ai pu décider quoi faire de cette vérité. Je n'ai pas été passive, je n'ai pas été une victime qui endure en silence. J'ai été une femme qui a pris le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, 1 an après ce dîner, je suis différente. Mes cheveux sont plus courts, je les ai coupés cet été parce que je voulais du changement. Mon appartement est différent. J'ai déplacé les meubles, accroché mes tableaux au mur. Mon travail est différent. J'ai de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis. Mais celle qui est la plus différente, c'est moi-même. Je n'ai pas peur de la solitude. Je n'ai pas peur de ce que les gens pensent. Je n'ai pas besoin de m'adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Je peux juste être moi-même, avec tous mes défauts, toutes mes cicatrices, toutes les leçons que j'ai apprises. Et vous savez ce qui est le plus étrange? Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je serais heureuse après un divorce, après une trahison, après tout ça, je ne l'aurais pas cru. Je pensais que le bonheur, c'était lui, c'était nous, c'était notre vie commune. Mais je me trompais. Le bonheur, c'est moi. Seule, libre, forte. Le bonheur, ce sont les cafés du matin sur le balcon, quand personne n'attend de moi que je souris. Ce sont les soirées avec un bon livre et un verre de vin. Ce sont les rencontres avec des amis qui savent ce que j'ai traversé et qui m'aiment malgré tout. Ou peut-être justement à cause de cela. Thomas a été un chapitre de mon histoire, un chapitre important, long, parfois beau. Mais l'histoire ne s'arrête pas à un cœur brisé. Elle se termine sur une femme qui a survécu, qui s'est relevée, qui a reconstruit sa vie et l'a rendue meilleure que jamais. C'est ma vérité. C'est ma conclusion et en même temps, mon nouveau départ.